Bonjour, donc moi je vais vous parler de la prothèse totale de hanche. Quelle voie d'abord chez le sportif? Donc la prothèse totale de hanche et le sport, ça a été validé. Donc en 2007, dans le journal Arthroplastie, il y avait 3 catégories: les sports autorisés sous certaines conditions et les sports déconseillés. Actuellement, les tendances sont, on va faire basculer les sports déconseillés plutôt dans la catégorie autorisés sous certaines conditions. De même, les implants des prothèses totales de hanche et la pratique sportive, c'est validé avec une amélioration de la résistance des matériaux. Comme vous pouvez voir, là il s'agit d'une cupule en céramique cassée. C'était un des problèmes de la céramique qui était cassante. On a une amélioration avec notamment les céramiques Delta, mais le risque de fracture existe. De même, au niveau du polyéthylène, les polyéthylènes hautement réticulés diminuent leur usure et les conséquences de l'usure que vous connaissez, c'est le granulome à polyéthylène, comme vous voyez sur le scanner, qui peut entraîner des décellements de la prothèse. Technique chirurgicale et pratique sportive, mais il va falloir inclure beaucoup de contraintes. Des contraintes liées au mouvement et à la position du sportif, des contraintes liées à la stabilité de la prothèse, d'autres contraintes liées là à la performance sportive souhaitée par le patient, et enfin, les contraintes liées au chirurgien, comment implanter une prothèse stable pour longtemps. À la fin de toutes ces contraintes, on pourra choisir une voie d'abord et un implant. Les contraintes liées au mouvement et à la position du sportif. Les amplitudes possibles avec une prothèse totale de hanche ont été évaluées en fonction des voies d'abord. Sur la voie d'abord antérieure et postérieure ou postérolatérale, Barrett en 2013, sur un type de prothèse, un opérateur a fait les études. À 1 mois, il y a une petite différence avec une amélioration des mobilités qui sont meilleurs par voie antérieure que postérolatérale, mais à 3 mois, ils récupéraient les mêmes mobilités. Une étude plus ancienne, en 2004, montrait des différences en termes d'amplitude de flexion, peut-être meilleure par la voie postéro-externe, mais la foulée serait de plus grande amplitude par les voies antérolatérales, avec une petite subtilité sur les voies d'abord antérolatérales qui étaient incluses dans son étude, qui probablement entraînaient des petites lésions du moyen fessier. Il existe des gènes au niveau de la cicatrice en fonction de la voie d'abord utilisée. Il y a des rétractions cutanées, plutôt dans les cicatrices antérieures si elles sont longitudinales. En postérieur, c'est plutôt une dégénérescence du tissu sous-cutané qui donne des petites atrophies et plutôt dysesthétiques. L'hémorragie paresthésique, c'est une complication propre à la voie d'abord antérieure. C'est une irritation d'une branche sensitive du nerf fémoral qui est secondaire donc, à cette chirurgie au moment des écarteurs. Là, les séries varient leur taux de complication, c'est probablement autour de 1%, avec une sous-évaluation importante. L'hémorragie, c'est une sensation de brûlure de la face externe de cuisse, et ça s'est aggravé en position assis ou accroupi. Et donc ça, il faut informer le patient, quand il y aura une voie d'abord antérieure de hanche, qu'il peut avoir ce type de complications, avec les conséquences sur ces douleurs. Les contraintes liées à la stabilité de la prothèse. Le risque de luxation a été bien étudié depuis de nombreuses années. Les voies d'abord antérieures sont à un risque plus faible de luxation que la voie d'abord postérolatérale, comme on peut le voir sur cette diapositive. L'étude de Seriali inclut des têtes fémorales de diamètre 22 et 28. L'ensemble était plutôt autour de 1,2%, mais au-delà de 28, le risque de luxation est autour de 0,5% par la voie d'abord antérieure. Plus on augmente le diamètre de la tête fémorale, plus on fait chuter ce risque. Donc, il faudrait plutôt proposer des prothèses de grand diamètre de tête fémorale, même, on verra, des prothèses à double mobilité. Une petite vidéo pour expliquer la stabilité de l'implant entre une prothèse de diamètre fémoral, là vous voyez une diamètre 28, qui permet une amplitude en flexion, mais largement avec de l'adduction, on a une luxation. La prothèse à double mobilité augmente les amplitudes en flexion et en adduction, donc la position luxante est plus loin. Là, c'est le système que vous voyez qui permet de montrer où se situe la double mobilité. Et il y a une réserve de mobilité avec ce type d'implant. Plus de flexion et d'adduction avant la luxation. Les contraintes liées à la performance sportive. La performance sportive, elle va surtout être liée donc, à son intégrité musculaire. Et il y a une étude intéressante qui a été faite en 2006, cadavérique, sur voie d'abord antérieure, mise en place de l'implant, voie d'abord postérolatérale, mise en place de l'implant. Et ensuite, on explore et on voit les lésions musculaires visibles. Et on voit que dans la voie d'abord antérieure, il existait de façon non négligeable des lésions du tenseur du fascia lata,
du droit antérieur à une moindre mesure du petit fessier. Alors que la voie d'abord postéro-latérale entraînait, elle, des lésions du petit fessier de façon plus importante et des muscles pelvitro-antériens qui, là, étaient lésés, mais de par la voie d'abord en elle-même, il faut désinsérer ces muscles et les réinsérer en fin d'intervention. Ces fameux pelvitro-antériens, en fait, ils sont également lésés, dans 50% des cas, selon cette étude, au niveau du tendon du pyramidal. Alors que c'est un muscle et un tendon qui est postérieur et qui n'est normalement pas lésé par cette voie d'abord antérieure de hanche, mais pour exposer le fémur et mettre en place l'implant, dans certains cas, malheureusement, ce tendon est lésé. Enfin, il faut inclure des contraintes liées au praticien lui-même. L'objectif pour la mise en place d'une prothèse de hanche, c'est redonner une hanche indolore et mobile. Ça, c'est un objectif qui peut être atteint dans 95% des cas, avec d'excellents résultats dans 99% des cas. Les objectifs secondaires, c'est de donner une prothèse de hanche qui va avoir une durée de vie supérieure à 20 ans. Est-ce que la pratique sportive pourra donner cette hanche qui va vivre 20 ans? C'est une question qui est en suspens. Et enfin, l'objectif que j'ai appelé tertiaire, c'est est-ce que la pratique souhaitée par le patient pourra être remplie avec cette mise en place de prothèse de hanche? La technique chirurgicale de la voie d'abord antérieure, qui retenue comme que vous verrez en conclusion, a une courbe d'apprentissage qui est plus longue que la voie d'abord postéro-latérale. Il faut prendre plus de 100 procédures avec une assistance radio et être accompagné par des chirurgiens experts et seniors pour bien la pratiquer. Il existe un risque de fracture fémorale, périprothétique, péropératoire non négligeable, de 1 à 5% selon les séries. Et on l'a vu précédemment, le risque de lésions nerveuses de la branche sensitive. En conclusion, chez les sportifs, il faudra privilégier la voie d'abord antérieure en raison de son épargne musculaire. Il faudra bien sûr informer le patient des risques de méralgie paresthésique, du fracture fémorale périprothétique péropératoire, du risque de luxation qui sera dépendant surtout du sport envisagé et également de la faillite des implants selon la pratique sportive souhaitée. Dès que possible, selon l'âge du patient et sa pratique, on essaiera de favoriser les prothèses à double mobilité qui ont une plus grande stabilité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la voie d'abord postéro-latérale n'est pas une contre-indication à la pratique sportive, à partir du moment où le sport pratiqué ne nécessite pas d'amplitude à risque de luxation et de stabilité, notamment dans performance des rotateurs externes, des stabilisateurs de hanches postérieures comme les pelvitrocantériens. Je vous remercie.